Bonjour, comme je l'ai indiqué dans le préambule à mes 4 vidéos, ceux qui sont impatients ou qui n'ont pas le temps peuvent s'y reporter directement. Bon, elle sera un peu plus longue que les 2 premières, évidemment, puisque dans celle-ci, j'explique par quelles étapes je suis passé pour démontrer les 5 choses que j'affirme et qui constituent donc ma vision du monde. Alors, je les rappelle brièvement. 1. Dieu a créé le monde. 2. Le réel est un système en évolution orientée. 3. Les sociétés humaines convergent vers un monde quasi idéal à l'échelle planétaire. 4. Il existe une vie post-mortem. Et 5. Dieu s'est révélé dans l'histoire. Voilà. Alors, je procède de la manière suivante. Le réel peut être divisé en fait en 3 sous-ensembles, en fait en 3 univers. 1. Le macrocosme, 2. Le biocosme et 3. L'anthropocosme. Alors, le macrocosme, eh bien, c'est le monde des étoiles, des planètes, des astéroïdes, c'est l'espace interstellaire, l'espace intergalactique, c'est le monde de la matière brute, c'est le monde des gaz qui composent en fait notre atmosphère, c'est le monde de l'eau, enfin bref, c'est le monde de la matière inerte. Voilà ce que j'entends par macrocosme. Le biocosme, c'est le monde du vivant, c'est le monde des bactéries, c'est le monde des végétaux, des animaux et de l'homme en tant qu'il procède de la série animale. Quant à l'anthropocosme, l'anthropocosme, c'est le monde de la pensée réfléchie, c'est le monde de ce qui se passe dans nos têtes, c'est le fonctionnement des sociétés, c'est toutes nos productions littéraires, tous les appareils que l'on a fabriqués. Bon, voilà ce que j'entends donc par anthropocosme. Alors, ces 3 univers sont intimement imbriqués. Par exemple, l'anthropocosme, le monde de l'homme, donc, a besoin du biocosme pour exister et le biocosme a besoin du macrocosme. Donc, pour aboutir à ma vision du monde, nous devons impérativement commencer par l'étude du macrocosme. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de savoir un maximum de choses, d'avoir un maximum de connaissances de chacun de ces 3 univers. Alors, concernant le macrocosme, nous faisons appel ici à la cosmologie, à l'astrophysique, à la physique donc atomique, et nous recourons également aux grandes théories qui sont les suivantes. 1. La mécanique de Newton, pour les objets évidemment qui ont des vitesses nettement inférieures à celles de la lumière. Je recours également à la seconde loi de la thermodynamique, donc la loi d'entropie, et évidemment, et surtout donc, à la théorie de la relativité, donc relativité restreinte, relativité générale, et aussi bien sûr à la mécanique quantique. Alors, les noms qu'on peut citer concernant la mécanique quantique, par exemple, c'est Max Planck, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Einstein, et concernant la relativité restreinte et générale, évidemment, là, il y a un nom seulement, c'est celui d'Albert Einstein. Alors, de tous ces auteurs-là, de tous ces grands savants-là, évidemment, celui qui émerge, c'est bien sûr Albert Einstein, le savant, le plus grand savant, on peut dire, de tous les temps. Voilà. Alors, concernant le biocosme, donc le monde du vivant, eh bien là, on fait appel à toutes sortes de sciences, la physiologie, l'anatomie comparée, la paléontologie, bref. Les théories qui nous intéressent, eh bien, ce sont celles de Mendel, Mendel qui a formulé les lois de la génétique. On s'intéresse aussi évidemment surtout donc à la théorie de l'évolution de Charles Darwin, à la théorie de la sélection naturelle, sélection naturelle donc qu'il a écrite en 1859. Alors, comme je ne suis pas tout à fait d'accord avec Darwin, et je ne suis pas le seul, bien sûr, que je pense que son système a des failles, je m'appuie ici pour en faire la critique sur des auteurs tels que Pierre-Paul Grasset, Michael Denton, John Stone, voire Rémi Chauvin. Alors, je précise d'emblée que ces gens-là critiquent évidemment la théorie de la sélection naturelle de Darwin, mais qu'ils ne proposent pas pour autant de nouvelles théories qui nous expliqueraient finalement l'évolution en fait des espèces. Voilà.
Alors, concernant l'anthropocosme, eh bien là, il y a deux disciplines majeures, la psychologie et la sociologie. Alors, au sein de la psychologie, parce qu'il n'y a pas qu'une psychologie, il y a des psychologies, évidemment, je donne la priorité à la psychanalyse. Et concernant la sociologie, évidemment, je donne la priorité ici au marxisme, c'est-à-dire au matérialisme historique, qui est en fait la science de l'histoire selon justement le marxisme. Voilà. Alors, les noms à citer, vous avez compris, c'est Freud et Marx. Bon, Freud et Marx, c'est les deux grands courants de pensée du XXe siècle. Et non seulement ce sont les deux grands courants de pensée du XXe siècle, mais ils sont toujours et plus que jamais d'actualité pour comprendre et disséquer le monde d'aujourd'hui, un monde qui est en train de sombrer, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc voilà pour les sciences dites conventionnelles. Alors nous devons aussi là prendre en compte les sciences dites paranormales. Alors je précise encore une fois que celles-ci décrivent les phénomènes mais ne fournissent pour l'instant aucune explication. Bon, alors le paranormal, c'est bon, la parapsychologie. On doit aussi prendre en compte évidemment les expériences mystiques. En fait, tous les phénomènes extraordinaires, phénomènes évidemment dont les sciences conventionnelles ne fournissent aucune explication. Voilà. Et puis 5, eh bien là, il faut aussi prendre en compte la religion, à condition que celle-ci, évidemment, soit historique, et il faut l'étudier selon... voilà, il faut l'étudier grâce à l'histoire, à l'archéologie, à l'ethnographie, à la sociologie, etc. Donc, prendre en compte cette religion qui a une prétention d'historicité. Cette religion, vous l'avez deviné, c'est le judéo-christianisme. Voilà. Alors, fort de toutes ces connaissances, ce que nous devons faire maintenant, pour aboutir à ma vision du monde, ce qu'il faut faire donc, c'est tirer toutes les conséquences logiques et métaphysiques donc de tous ces savoirs obtenus grâce à nos savants. Voilà. Alors allons-y. On a dit, on commence par le macrocosme. Alors moi j'ai dit, Dieu a créé le monde. Alors comment j'aboutis là à cette hypothèse ? J'affirme que Dieu a créé le monde. Oui, c'est une hypothèse, mais comment je peux le démontrer? Alors, je m'appuie ici sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, dont est issue la théorie du Big Bang. Voilà. Alors, à partir de la théorie donc de la relativité générale et de la théorie du Big Bang, et aussi à partir des observations qu'a faites Hubble, Hubble nous a expliquer que les galaxies donc s'éloignaient les unes des autres, on peut en fait remonter un petit peu le film de l'évolution et au final on aboutit donc à un Big Bang. En fait, l'univers serait sorti d'une sorte de tête d'épingle et selon la relativité générale d'Einstein, donc la matière-énergie, alors la matière et l'énergie sont convertibles l'une dans l'autre, c'est réciproque, et l'espace-temps, tout ceci serait né avec le Big Bang. En fait, la matière-énergie et l'espace-temps ne précéderaient pas le Big Bang. Voilà. Alors, la question est de savoir, qu'y avait-il avant le Big Bang? Bon, est-ce que l'univers peut sortir de rien? Alors ici, nous recourons donc au fameux discours de Parménide qui nous dit que si le néant existe une fois, jamais il n'y aura quoi que ce soit. Or, nous constatons que le monde existe. Par conséquent, il y a quelque chose qui a toujours existé. Voilà, en gros, ce que dit Parménide. Alors, si la matière-énergie ne précède pas donc le Big Bang, moi, j'émets l'hypothèse Dieu. Alors, les matérialistes ne vont pas être de cet avis, ils ne vont pas être d'accord. Alors, ils vont nous proposer, par exemple, un univers cyclique. Ils nous disent, il y a eu un Big Bang, l'univers se développe, et après il y aura un Big Crunch, et puis on reviendra au Big Bang, et de nouveau l'univers se développera pour aboutir à un Big Crunch, le retour à la case départ. En fait, bref, ils nous proposent un univers cyclique, un univers en rebond. Bon, alors cette hypothèse est à écarter. Pourquoi? Parce que la force donc d'expansion est plus forte que celle de gravitation, donc il n'est pas possible de revenir au point de départ. Voilà. Alors, les matérialistes, évidemment, n'en restent pas là. Je voudrais dire ici
que, en définitive, l'univers, en fait, est fait de certaines constantes dites cosmologiques, et chacune de ces constantes cosmologiques, alors les constantes cosmologiques, c'est bon, la vitesse de la lumière, c'est la masse du proton, du neutron, la masse de l'électron, c'est la force de gravitation, c'est la constante de Planck, etc. Enfin bref, toutes ces constantes cosmologiques, si vous voulez, sont affectées d'un nombre extrêmement précis, et ces nombres, en fait, sont indépendants les uns des autres. Alors, si on change un seul chiffre, eh bien, l'univers est stérile, l'univers ne débouche pas, en fait, sur le vivant et sur l'homme. Bon, voilà. Alors, les matérialistes, eux, émettent l'hypothèse du multivers. Ils disent, boum, il en est ainsi, c'est vrai, mais s'il existe des milliards et des milliards d'univers, pourquoi le nôtre n'existerait-il pas ? Alors, la plupart des univers seraient donc stériles, mais nous aurions tiré en fait le bon numéro. Voilà. Alors, je préfère mon hypothèse Dieu, et si Dieu existe comme je le pense, évidemment, ce serait lui à ce moment-là qui aurait bricolé ces chiffres et fait en sorte que l'univers débouche sur le vivant et sur l'être humain. Voilà. Alors, cette hypothèse du multivers, c'est vrai qu'elle n'est pas très économique. Pourquoi des milliards et des milliards d'univers pour en avoir un seul, mais en plus elle ne tient pas trop la route. Pourquoi? Parce que en fait notre univers, si vous voulez, connaît un processus de dégradation de l'énergie. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Et là, de nouveau, nous devons nous tourner vers Parménide. Selon Parménide, l'être absolu, Dieu si vous voulez, l'être absolu ne peut pas connaître de phénomène de corruption. Bon, si tel était le cas, du fait qu'on attribue l'éternité à l'être absolu, eh bien tôt ou tard il finirait par disparaître. Or, on constate que le monde existe, donc mon hypothèse de Dieu, me semble-t-il, tient encore la route. Voilà. Alors, les matérialistes reviennent une dernière fois à la charge en nous disant « Oui, mais la matière quand même, la matière c'est pas rien ». Bon, sauf que la matière, justement, elle est fondée sur le vide. Alors, pour comprendre ce que je veux dire, il faut, si vous voulez, recourir à la fameuse image du terrain de football. Alors, tous les objets qui nous entourent, nous-mêmes, les étoiles, les pierres, l'eau, etc., tout ceci est fait d'atomes. Alors, l'atome, voilà, comment se le représenter? Donc, on a un terrain de football, au milieu du terrain, on a mis une bille, et dans les gradins, mettons un grain de riz. Alors, la bille symbolise, si vous voulez, le noyau de l'atome, et le grain de riz symbolise donc l'électron qui gravite autour du noyau. On s'aperçoit immédiatement que l'essentiel de l'atome, c'est en fait cette surface du terrain de football. Donc l'atome est fait essentiellement de vide. Si on s'amuse à agglomérer la matière, donc à mettre ensemble le noyau et l'électron, eh bien le genre humain, nous sommes quand même 8 milliards, peut tenir dans une carafe d'eau. Tout ça pour dire que le monde est fondé sur le vide. En outre, le noyau de l'atome ainsi que l'électron peuvent être convertis en énergie. Et l'énergie, qu'est-ce que c'est? Quelle est la substance de l'énergie? C'est très difficile à le déterminer, c'est même impossible d'ailleurs, et tout comme il est impossible de savoir quelle est la substance de la conscience. Donc en fait, entre l'énergie et la conscience, il n'y a pas forcément un fossé infranchissable. Bon, voilà. Alors donc, à partir de là, on peut dire donc que l'univers a eu un commencement, qu'il aura une fin, puisqu'il n'est pas cyclique. Alors la fin de l'univers, c'est le fait que les étoiles, les galaxies s'éloignent toujours un peu plus les unes des autres, et que tôt ou tard, les étoiles cesseront d'exister, elles s'éteindront, les trous noirs s'évaporeront, et puis l'univers connaîtra ce qu'on appelle une mort thermique. Voilà. Donc j'avais dit, Dieu a créé le monde, c'est de cette façon-là que je raisonne pour essayer de le démontrer. Donc au départ, il y a donc un être que j'appelle Dieu. Il ne faut pas chercher à se le représenter, évidemment. On peut dire ici qu'il est supérieurement intelligent, puisqu'il a bricolé en fait toutes ces constantes cosmologiques pour que la vie advienne dans l'histoire cosmique.
mais on ne peut pas en dire grand-chose d'autre. Alors, si Dieu est infiniment bon comme je le pense, eh bien, il faut que l'histoire cosmique, en fait, réponde à toutes nos attentes. Donc, numéro 2, j'ai dit, l'univers, le réel est un système en évolution orientée. Voilà. Alors, à partir de ce que disent tous ces scientifiques, là, que ce soit Einstein, Darwin, Freud, Marx, etc., bon, nous savons aujourd'hui que l'évolution est un fait. Donc, à partir de ce qu'ils ont découvert, on peut raconter donc l'histoire du monde. Alors, la question est de savoir si cette évolution a un sens ou pas. C'est là qu'intervient Teilhard de Chardin. Selon Teilhard de Chardin, l'évolution est orientée. Alors, comment raisonne-t-il? Alors, selon Teilhard de Chardin, au fil du temps, apparaissent des objets toujours plus complexes. Voilà. Ces objets toujours plus complexes procèdent en fait d'associations d'objets antérieurs, hein, et ces nouveaux objets ont des propriétés tout à fait imprévisibles. Donc, il y a toujours de la nouveauté qui apparaît dans l'univers, nouveauté donc qui ne préexistait pas. Là aussi, il faut nous tourner vers Parménide. Selon Parménide, l'être ne peut pas s'ajouter ce qu'il n'a pas, car où irait-il chercher ce qu'il n'a pas? Le néant n'existant pas, il est impossible que l'être absolu, donc Dieu, s'ajoute des choses, si vous voulez, qu'il ne contiendrait pas. Donc, le fait qu'apparaissent des nouveautés nous donne à penser là aussi qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Voilà. Alors, selon Teilhard de Chardin, donc, ces objets apparaissent donc au fil du temps, au fur et à mesure que le temps se déroule, et ces objets sont toujours plus complexes. Selon Teilhard, il y a une relation à faire, à établir entre la complexité de la matière et le niveau de conscience. Et en plus avec l'ordre d'apparition de ces objets, si vous voulez, dans la durée. En définitive, plus un objet est complexe, plus il contient de conscience, et plus un objet est complexe, et plus tard il est apparu dans l'histoire cosmique. Alors, les objets dont parle Teilhard, eh bien, c'est l'atome, c'est la molécule, c'est la cellule, etc. Donc, à partir de là, on peut raconter l'histoire du monde. Alors, l'histoire, je fais très vite ici, l'histoire du monde donc serait la suivante. Il y a l'énergie, puis apparaissent les subparticules atomiques, les neutrinos, les électrons, les photons, les quarks. Les quarks s'associent pour donner les protons et les neutrons se mettent ensemble pour constituer le noyau de l'atome. Le noyau atomique capture donc les électrons et on assiste à la naissance du premier atome. Et puis les atomes aussi, au fil du temps, se complexifient. Certains, on passe de l'atome à un neutron à celui à 2 neutrons et on va comme ça jusqu'à 92 neutrons, donc jusqu'à ce que le tableau de Mendeleïev soit finalement complet. Et tout ceci, si vous voulez, apparaît dans l'univers selon un ordre strict. Encore une fois, on va du simple vers le compliqué. Alors, donc, on a l'atome, les atomes ensuite se mettent ensemble pour former les molécules s'assemblent pour former les macromolécules, les mégamolécules, etc. Et puis après, on embraye sur le vivant. Alors, le vivant, ça commence avec ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire la bactérie. Quelque temps après, en fait, presque 2 milliards plus tard, l'apparition des premières bactéries, on assiste à la naissance de la cellule eucaryote, c'est-à-dire c'est une cellule donc qui est constituée d'un noyau, et au sein de ce noyau, on a le programme génétique. Plus tard, l'univers va donner naissance aux êtres dits pluricellulaires, donc composés de milliards de cellules. On a là le règne végétal et le règne animal. Au sein du règne animal, on peut distinguer, si vous voulez, 2 grands embranchements, les invertébrés et les vertébrés. Et au fil du temps, Teilhard constate que les systèmes nerveux se complexifient et que les cerveaux grossissent et que les individus donc doués de systèmes nerveux complexes et de gros cerveaux sont plus intelligents que ceux qui ont des systèmes nerveux plus simples. Voilà.
Alors, il y a cette fameuse relation ici encore chez Teilhard entre donc la complexité de la matière et puis le niveau de conscience, l'intelligence. Alors tout ceci aboutit donc à l'homme, c'est-à-dire à notre cerveau. Et notre cerveau, bon, bah, c'est ce qui aurait de plus complexe dans l'univers. Et effectivement, nous sommes les seuls, enfin parmi tous ces animaux, à avoir accès donc à la pensée abstraite, à la pensée réfléchie. Alors, selon Teilhard, l'histoire universelle ne s'arrête pas là, puisque ensuite, il faut, bon, l'histoire biologique, si vous voulez, se prolonge par l'histoire sociale. Alors, dans l'histoire sociale, on peut dire que l'homme est au corps social ce que la cellule est à notre corps physique. Alors, au départ, les sociétés donc sont éparpillées, séparées les unes des autres, puis au fil du temps, certaines s'associent pour donner des ensembles plus structurés et plus complexes. Tout ceci débouche sur les royaumes, les empires, etc. Et aujourd'hui, donc, on en est à... on aboutit donc à ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà, mondialisation économique, c'est vrai, et pas encore politique. Voilà. Donc, selon Teilhard de Chardin, l'univers est orienté et il est finalisé, et il est donc, Teilhard de Chardin, le découvreur de cette loi donc de complexité conscience. Alors, selon cette loi de complexité conscience, il y a forcément un rapport, mettons, entre le cerveau et l'intelligence, mais attention, Teilhard considère, si vous voulez, que toute matière a une intériorité, en fait, que l'atome même a une sorte de dedans, il y a un dedans des choses, en fait. Donc la substance de l'univers, pour Teilhard de Chardin, ce serait donc l'esprit matière, et l'histoire universelle, ce serait une spiritualisation progressive de la matière. Voilà. Donc, ma seconde idée, c'était donc l'univers est un système en évolution orienté, et pour le démontrer, donc voilà, je me suis appuyé sur Teilhard de Chardin. 3. Les sociétés humaines évoluent du simple vers le compliqué, vers le complexe, et ces sociétés déboucheraient, selon le même Teilhard de Chardin, sur un monde quasi paradisiaque, donc à l'échelle planétaire. Bon, alors là, il extrapole, il fait plus de science. Et, bon, encore que la loi de complexité conscience, c'est pas non plus une vérité scientifique. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais voilà. Moi, je me tourne vers ceux qui pensent que cette loi est vraie, et cette loi nous montre que effectivement l'univers a un sens. Il va dans une certaine direction. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que l'intuition de Teilhard de Chardin, alors ce que dit Teilhard de Chardin de notre société humaine, vaut aussi pour éventuellement d'autres planètes habitées. Dans ces autres planètes, selon le même Teilhard, il y aurait en fait, ces autres planètes seraient elles aussi affectées par cette loi de complexité conscience. Voilà. Donc, il existerait des civilisations, si vous voulez, extraterrestres, qui, elles aussi, obéiraient justement à cette loi de complexité. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, comme je le disais, c'est que Marx, donc, qui est, comme on le sait, matérialiste et athée, dit quasiment la même chose. Il dit même mieux, puisque lui, il nous explique justement le fonctionnement, en fait, de l'histoire sociale, des sociétés, donc depuis les sociétés premières, primitives, jusqu'à la société d'aujourd'hui. Voilà. Alors, après avoir analysé, si vous voulez, l'économie politique donc du mode de production capitaliste, Marx conclut que le système capitaliste pourrait accoucher donc du socialisme et du communisme, c'est-à-dire d'une société, si vous voulez, pacifiée, harmonieuse à l'échelle planétaire. Donc il voit les choses comme Teilhard de Chardin, et du fait que Teilhard et Marx se rejoignent, je parle de teilhardo-marxisme. Voilà. Donc Marx en plus a une philosophie qu'on appelle le matérialisme dialectique, et je pense que les lois de la dialectique donc sont les lois les plus générales qui existent dans l'univers. Voilà.
Alors le 3, c'était ça, l'univers, donc, enfin, l'histoire des sociétés débouche donc sur le monde communiste. Hein. Alors, pour aller vers ce monde communiste, évidemment, Marx a donné quelques indications, mais relativement peu. Celui qui le complète très bien, évidemment, c'est Léon Trotsky, le grand spécialiste, en fait, de la politique et des sciences politiques, on va dire, le plus grand politique, sans conteste, du XXe siècle, selon moi. Donc, voilà. Donc, les sociétés humaines convergent vers le communisme et l'histoire des sociétés humaines s'inscrit évidemment dans l'histoire universelle. Bon, c'était le point numéro 3. C'est de cette façon-là que je le montre, c'est-à-dire en m'appuyant sur l'intuition de Teilhard, mais surtout, en fait, sur les démonstrations de Marx qui, elles, sont très, très scientifiques. Voilà. 4. Il existe une vie post-mortem, c'est ce que j'ai dit. Alors, selon Teilhard de Chardin, et contrairement à Marx, le but de l'évolution, c'est pas la société communiste, même si c'est une société quasi idéale, c'est pas du tout ça. Selon Teilhard de Chardin, on doit passer certes par la création de ce monde communiste à l'échelle de la planète, mais le but de l'évolution, c'est la personne. Et comme il dit, s'il a fallu 14 milliards d'années à l'évolution pour aboutir à l'homme, alors l'évolution ne peut pas décevoir l'homme, il faut qu'elle réponde à toutes nos attentes. Et comme je l'ai déjà précisé, ce que nous voulons évidemment, c'est l'immortalité. Nous aspirons à l'éternelle jeunesse. Bon, évidemment, c'est aux sciences neuropsychologiques de le prouver. Alors là, il y a un travail considérable qui a été fait par Sir Eccles, qui nous explique que la conscience pourrait être effectivement indépendante de la matière, du cerveau, en fait. Et les sciences paranormales aussi, bon, qui ne fournissent pas d'explications, mais qui décrivent les choses, eh bien, certaines de ces phénomènes donnent à penser que la conscience pourrait exister, si vous voulez, indépendamment de la matière. Voilà. Donc, c'est sur ces disciplines paranormales que je m'appuie essentiellement pour démontrer qu'il pourrait exister une vie après la mort. Évidemment, ce n'est pas fait, mais certains experts prétendent qu'on a d'ores et déjà prouvé l'existence d'une vie post-mortelle. Bon, voilà, je vous laisse juger. Et 5, la religion. Alors, que penser des religions? Alors, les religions ont toutes été inventées de A à Z. Voilà. Pour expliquer un petit peu l'existence des religions, eh ben là, nous devons recourir à la psychanalyse, à Freud donc, et encore une fois, au marxisme. Bon. Mais parmi toutes ces religions, il y en a une qui prétend à l'historicité. Cette religion, c'est la religion donc judéo-chrétienne. Cette religion judéo-chrétienne, donc, on la connaît grâce à toutes sortes de documents. Alors, je précise ici que ces documents ont été écrits quelques années après les événements, et non pas 300 ans plus tard, comme le prétendent certaines personnes. Ils n'ont pas été écrits à l'époque de l'empereur Constantin, par exemple. Non, non. Ces documents, donc, racontent un petit peu ce qui s'est passé en Palestine il y a 2000 ans, et même plus tôt. Voilà. Alors, face à ces documents, évidemment, il faut procéder, si vous voulez, il faut, comment dire, avec méthode. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est les débarrasser, ces documents, de tout ce qui est de l'ordre de la fable, de la légende, des mythes, parce que ils contiennent beaucoup de mythes, de fables, de légendes, de fictions, de choses tout à fait inexactes. Bon, alors après avoir donc fait le tri entre le bon grain et l'ivraie, eh bien à ce moment-là, ce qu'il reste, en fait, nous dit les choses suivantes. Alors, ces documents nous disent 1. Dieu a créé le monde ex nihilo. Voilà. Dieu a créé le monde donc à partir de rien, alors que tous les peuples alentours disent non. Ou le monde existe de toute éternité, ou le monde est cyclique, ou le monde procède d'un chaos originel. Or, les Juifs, eux, ils disent non. Le monde est né ex nihilo, ça veut dire qu'il n'y a pas de matière qui existerait à côté de l'être suprême, Dieu. Bon, voilà. Les Juifs nous disent aussi qu'il y aura une fin du monde. Je rappelle ici les paroles du Christ.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc le monde doit périr selon les Juifs. En outre, selon les Juifs, l'histoire est unidirectionnelle. Il y a un commencement, il y aura une fin, il n'y aura pas de retour, et c'est petit à petit, si vous voulez, que les choses se font dans l'univers, dans l'histoire, et c'est aussi progressivement que se révèle la parole de Dieu selon, toujours une fois, la religion donc judéo-chrétienne. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la science d'aujourd'hui dit à peu près la même chose. Les Juifs disent le monde est né ex nihilo, et la science donc contemporaine dit le monde est né à partir d'un Big Bang, et en fait la matière-énergie n'existe pas avant le Big Bang. Donc il y a un être là qui avait en lui la capacité de créer la matière-énergie, on ne sait pas comment, et ne cherchons même pas à le savoir. Mais en tout cas, le fait que l'univers aurait eu un début est confirmé par la science d'aujourd'hui. Voilà. Alors, les Juifs disent qu'il y aura une fin du monde. Eh bien, là aussi, la loi d'entropie et le fait que l'expansion l'emporte sur la gravitation, tout ceci, évidemment, confirme ce que disent les Juifs. C'est-à-dire, il y aura bien une fin du monde. Encore une fois, les étoiles s'éteindront et les trous noirs s'évaporeront. Quant à l'histoire unidirectionnelle, eh bien, si on se fie à tout ce que disent nos savants, on s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a des nouveautés qui apparaissent dans l'univers et que les choses se font petit à petit. Et petit à petit, on aboutit à l'homme, aux sociétés, et on ira certainement vers un monde communiste, comme je l'ai déjà dit. Alors, ce que disent les Juifs, évidemment, ils n'ont pas pu l'inventer. Bon, ils n'ont pas pu l'inventer, c'est pas non plus un coup de chance. Donc les connaissances qu'ils ont, ne sont pas de source humaine. Voilà, ces connaissances proviennent d'ailleurs. X, Dieu. Bon, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, cette religion judéo-chrétienne est à prendre très très au sérieux, enfin donc la religion du livre. Alors, je ne parlerai pas ici de l'islam, c'est un cas particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la religion donc des Juifs. Alors, concernant le personnage de Jésus. Alors, là, ça nous intéresse au premier chef. Pourquoi? Parce que si Jésus a existé, bon, c'est ce que croient d'ailleurs tous les historiens aujourd'hui, tous sont d'accord, ce qui n'a pas toujours été le cas au XIXe siècle. L'existence de Jésus était, je veux dire, sérieusement remise en question. Alors, tous les historiens sont d'accord, Jésus a existé, Jésus est mort sur la croix, voilà. Et selon les témoins, Jésus est bien mort sur la croix, mais il serait ressuscité. Voilà. Et alors, attention, résurrection n'est pas réanimation. Dans l'Évangile, il est dit que Jésus, mettons, a ressuscité Lazare, mais il n'a pas ressuscité Lazare. En fait, il l'a juste réanimé. C'est-à-dire, Lazare est revenu à la vie, mais dans son corps charnel. Alors que les disciples, les témoins, eux prétendent avoir vu Jésus quelque temps après qu'il soit mort, mais dans un corps qui n'est pas un corps charnel, ce qu'on appelle, je sais pas, un corps astral, céleste, un corps glorieux. Enfin, d'ailleurs, ils ont eu pas mal de difficultés pour le reconnaître. Mais en fait, Jésus, s'est fait connaître. Voilà ce que nous disent les disciples, donc, voilà ce que nous disent les disciples. Alors, comment faire là? Alors là, il y a trois hypothèses. Première hypothèse, les disciples ont tout inventé. Ce sont des menteurs. Ils ont tout inventé. Alors on voit pas pourquoi ils auraient tout inventé, puisqu'ils sont tous, ils ont tous été torturés, ils ont été lynchés. En fait, mais en même temps, peut-on aller témoigner de choses complètement folles qu'on sait inexactes? Bon, ça me paraît un peu fou, donc j'écarte cette hypothèse. Deuxième hypothèse, les témoins sont sincères, sauf qu'ils ont tous été hallucinés. Bon, alors, des psychotiques dans le monde, il y en a, mais sur 8 milliards d'êtres humains, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Bon, il serait tout de même assez étonnant que Jésus ait choisi 12 disciples, tous psychotiques. Bon, non. Donc cette seconde hypothèse, je l'écarte aussi. Et reste la dernière hypothèse, Jésus est bien ressuscité. Alors, si c'est le cas, évidemment,
ça appuie mon idée, mon hypothèse selon laquelle il existerait une vie post-mortem. Parce que Jésus, c'est un homme, et s'il est ressuscité, eh bien, normalement, nous devrions le suivre. Voilà. Alors, les matérialistes, évidemment, vont dire, bah non, c'est grotesque, hein, on ne peut pas ressusciter, c'est absurde. Alors, je leur réponds, et le fait que l'univers soit né de quasiment rien, d'une tête d'épingle, hein, n'est-ce pas aussi absurde que la résurrection du Christ? Et le passage de l'inerte au vivant, hein, à une époque sur la Terre, il y a que des cailloux, et tout d'un coup, voici les bactéries et toutes ces millions d'espèces végétales et animales. Hein, comment tout ceci peut-il sortir de la matière inerte? Comment tout ceci peut-il sortir des cailloux? Bon, c'est tout aussi, encore une fois, aussi extraordinaire que la résurrection du Christ. Il y a aussi le fameux passage, si vous voulez, de l'inconscience à la conscience, à la pensée réfléchie. Comment des singes, bon, on va dire débiles, hein, ont-ils pu donner naissance? Enfin, ce sont pas vraiment des singes, ce sont des êtres, si vous voulez, qui ressemblaient à des singes. Mais comment ont-ils pu donner naissance à un être doué de pensée réfléchie? Et comment, bah, de ces animaux-là primaires, ont pu sortir les Einstein, Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël? Bon, voilà, ça me paraît là aussi tout aussi incroyable que la résurrection du Christ. Donc voilà. Donc ma cinquième idée, c'était que la religion finalement était à prendre au sérieux, et on s'aperçoit que la science contemporaine valide donc la religion juive. Voilà. Donc on peut jeter une passerelle entre religion et science, hein, puisqu'elles disent la même chose en définitive. Et du coup, mon système théardo-marxiste, en fait, s'inscrit, on va dire, dans une vision beaucoup plus large, une vision, on va dire, néo-chrétienne. Néo-chrétienne parce que, évidemment, le christianisme, du coup, est revisité par Teilhard de Chardin et par toutes les découvertes que l'on a faites, évidemment, depuis quelque temps. Voilà. Donc, mon système est, en définitive, christo-théardo-marxiste. Mais comme Teilhard, bon, hein, est aussi chrétien, hein, c'est un savant et en même temps c'est un chrétien, eh ben je m'en tiens donc au terme théardo-marxisme. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, je suis en fait donc chrétien et communiste, hein, christo-communiste si vous voulez. Donc, dans la dernière vidéo, dans la 4e, je vais essayer de préciser ce que j'entends par communisme et christianisme, et il sera aussi intéressant de savoir l'idée que les gens se font là du communisme et du christianisme. Bon, je pense à peu près avoir fait le tour. Ah oui, je voudrais terminer en disant que donc mon système du monde en fait donc s'appuie sur bon, essentiellement Marx et Teilhard, mais ne sont pas très loin non plus, évidemment, le Christ, hein, et Albert Einstein. Et en 5e position, on pourrait on pourrait placer Léon Trotsky aussi, qui est quand même le plus grand politique du XXe siècle, ce qui nous fait au final quand même 4 juifs sur 5. Hein. Alors là, hein, je le dis au passage, je n'ai rien contre les juifs, mais on peut quand même se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait autant de génies dans la communauté juive? Voilà, ça c'est absolument incroyable. Bon, enfin bref. Donc, je vous donne rendez-vous dans cette 4e vidéo où je vais analyser donc communisme et christianisme. Merci pour m'avoir écouté.